Bureau Veritas, en quelques mots, pour vous dire qui nous sommes. Le lien avec l'éolien offshore est assez facile à faire, puisque l'histoire de Bureau Veritas a commencé en mer, il y a exactement 200 ans, en 1821. On a une flotte de navires marchands, pas une flotte Bureau Veritas, une flotte de navires marchands qui fait naufrage au large de l'Afrique. Et les assureurs qui couvrent les cargaisons se retrouvent avec des pertes faramineuses. 3 d'entre eux ont décidé de créer un organisme pour attribuer une note de risque en fonction de l'état des navires avant de les assurer. Donc on était déjà dans l'évaluation du risque. Et c'est comme ça qu'en 1828, Bureau Veritas devient un tiers de confiance indépendant. Donc le temps a passé et nous sommes devenus aujourd'hui un des leaders mondiaux des services d'inspection, de certification et d'essais en laboratoire, plus communément appelés les services du TIC. Aujourd'hui, ce sont 78 000 collaborateurs qui font ces 3 activités pour nos 400 000 clients un peu partout dans le monde, dans plus de 140 pays, puisque partout où il y avait un port, on avait mis un marin du Bureau Veritas et c'est resté dans notre histoire. L'idée de ce webinaire, c'est bien de vous donner une vision globale de tout ce qui peut s'imposer à un projet éolien offshore et on fera quelques focus sur certaines thématiques choisies. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir développer techniquement l'ensemble des sujets, il nous faudrait plusieurs jours, mais nos équipes restent mobilisées et disponibles après le webinaire pour vous accompagner. Voilà, je passe la main à Sébastien Joly, qui va nous présenter le contexte de l'éolien offshore très rapidement, et je vous souhaite un agréable échange. Je vous retrouve à la fin du webinaire. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Joly, je suis directeur grand compte énergie renouvelable pour la direction commerciale du Bureau Veritas France. Donc en complément de ce que disait Cyril, je souhaitais apporter quelques éléments complémentaires sur notre expérience offshore. Alors tout d'abord, Bureau Veritas, c'est un acteur qui est reconnu dans le monde de l'offshore depuis plus de 7 ans. Nous sommes intervenus sur une 50aine de projets dans le monde, dont certains en Europe du Nord. En France, nous avons été impliqués très tôt sur les premiers projets, bien que le premier parc ne soit pas encore en construction. Nous avons une équipe de plus de 300 spécialistes dans le monde sur ces sujets offshore, éolien offshore, que nous renforçons régulièrement en fonction des nouveaux projets concernés. Donc pour résumer, nous disposons des compétences, de l'expérience pour accompagner tous les acteurs du cycle de vie d'un projet éolien, du développement, la conception, la construction du parc et jusqu'à l'exploitation. Alors, on va passer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, je vous propose de vous donner quelques éléments de contexte sur l'éolien offshore. Comme vous le savez, la transition énergétique en France est lancée et plus particulièrement, elle est poussée par les énergies renouvelables. En termes d'investissement, on va retrouver l'éolien offshore comme un axe principal de développement. En France, l'éolien offshore, c'est inédit parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier parc n'est pas encore en construction, le parc de Saint-Nazaire. Et c'était inédit du fait que, en termes de complexité, en termes de taille, en termes de nouveauté, donc évidemment, on se pose beaucoup de questions sur ces différents sujets. À ce jour, 3 appels d'offres ont été attribués, ce qui correspond attribués, dont 4 sont en chantier. Donc on retrouve donc Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Fécamp et Courseulles. Puis dans un second temps, nous aurons les parcs de Île-Dieu, Noirmoutier, Dieppe-le-Tréport, puis Dunkerque qui était le dernier attribué. En parallèle, on retrouve aussi des activités sur le flottant. Il y a 4 fermes flottantes pilotes qui sont en développement, notamment une sur la côte ouest à Groix, à Belle-Île-en-Mer, et 3 en Méditerranée. Et les enjeux en fait des développeurs sur ces fermes éoliennes sont vraiment de valider les concepts et solutions techniques, notamment sur la partie flotteur,
et nous sommes aussi présents sur ces sujets avec nos collègues de la marine. Au niveau des appels d'offres, donc il y a toute une vague d'appels d'offres qui arrive. Donc le premier qui est en cours sur le POSEI est en Normandie sur 1 gigawatt, donc qui a été lancé tout récemment. Et puis il y aura un deuxième appel d'offres éolien POSEI qui arrivera sur Sud de l'Atlantique en 2023. Et en parallèle, on retrouve des appels d'offres d'éolien flottant commercial cette fois-ci. On n'est plus sur des fermes pilotes, sur Bretagne Sud et Méditerranée. Et puis, à partir de 2025, toujours dans le cadre de la PPE, hein, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y aura des appels d'offres tous les ans d'au moins 500 MW sur du posé ou du flottant, soit en Méditerranée et soit sur la côte atlantique. Donc voilà, en gros, les perspectives qui sont quand même assez encourageantes et excitantes pour ces prochaines années pour l'écosystème éolien offshore. Je vais donner maintenant la main à mon collègue Louis Grune. Oui, bonjour. Donc, pour donner un petit peu des éléments de contexte, donc un rappel de comment est composé un parc éolien offshore. Donc, on a la connexion au réseau national qui se fait à terre. Donc, c'est à gauche sur le schéma que vous avez représenté. Et on a une jonction d'atterrage qui s'occupe de faire le lien. Excusez-moi. On a une jonction d'atterrage qui fait le lien entre la canalisation qui se trouve en terre et en mer, et derrière une sous-station qui fait office un peu de grosse multiprise qui va nous permettre de raccorder les X éoliennes qui composent le parc. Donc pour donner des ordres de grandeur, hein, sur les parcs actuels, on a à peu près dans les 80 éoliennes qui sont posées, et comme le disait Sébastien avant, on va se retrouver aussi avec des cas de figure où on a de l'éolien posé ou de l'éolien flottant, mais le principe reste le même. À côté de ça, on retrouve aussi des bâtiments annexes, donc par exemple les bases vie et les bases de maintenance qui permettront d'accéder aux installations. Une autre différence avec ce qui peut être connu sur ce qui se fait en terre, c'est la philosophie de travail en offshore en fait. On a un environnement qui est imprévisible, isolé et dangereux. On va se retrouver également avec des déplacements qui sont coûteux. On a aussi des niveaux d'exigence qui seront élevés de la part des donneurs d'ordre en fait. Et toutes ces contraintes font qu'on ne peut pas forcément se permettre de travailler en offshore comme on pourrait le faire sur des installations classiques en terre. Un contexte législatif, vu que c'est quelque chose qui est relativement neuf en France, on s'est permis de faire un petit point sur les différents codes qui s'appliquent ou qui ne s'appliquent pas à l'heure actuelle. Donc, code du travail, code de l'énergie et code de l'environnement sont tous les trois applicables. On a le code des postes et des communications électroniques qui va s'appliquer pour ce qu'on appelle la partie CEM, donc la compatibilité électromagnétique. Le code des transports qui est applicable, le code des constructions et de l'habitation qui n'est pas directement applicable, mais néanmoins ça peut être un référentiel qui est choisi par le donneur d'ordre. Après ça dépendra de comment est conçu le contrat et le projet du parc éolien. Le code de l'urbanisme qui n'est pas applicable, mais on peut avoir des références qui sont faites au code de l'urbanisme via le code de l'environnement. Un autre document législatif important, c'est l'arrêté préfectoral qui porte autorisation au parc. Donc dedans, on va retrouver beaucoup de références, de textes de référence. Et un dernier point assez important aussi, les installations classées pour la protection de l'environnement, donc ce qu'on appelle communément les ICPE, pardon. À savoir qu'un parc éolien terrestre est actuellement classé en ICPE, mais qu'une installation éolienne offshore, pour l'instant, n'a pas de rubrique ICPE, donc ça ne s'applique pas. Après, c'est peut-être amené à changer au niveau de la législation, mais voici la situation actuellement.
et les usines de fabrication qui, elles, peuvent être considérées comme ICPE. Ensuite, au niveau des principales normes, donc le principal standard sur l'éolien, c'est la norme 61400, donc qui existe au format NF, EN et IEC, donc qui a été harmonisée. Mais celle-ci est vraiment spécifique à l'éolienne en elle-même, pas à l'ensemble du parc. En offshore, en fait, on se rattache habituellement aux standards qui proviennent de l'oil and gas, donc avec des normes qui proviennent par exemple des Norvégiens de DNVGL, de l'API, qui est un institut américain, Noble Danton, ou Norsoc, et on a aussi des références chez nos voisins allemands avec le BSH qui sont eux un petit peu en avance aussi sur ces sujets-là. Les normes, petit focus sur la partie normes IEC, donc les normes IEC sont des normes internationales, donc c'est un avantage de se baser sur des normes IEC pour des projets éoliens ou que ce soit des éléments d'un projet éolien. C'est des normes qui sont écrites de manière publique et indépendante et qui sont en général le résultat d'un consensus des différents acteurs qui évoluent dans ce domaine-là. Et pour terminer cette introduction, le contexte réglementaire sur l'éolien offshore en France est assez flou encore. Donc c'est pour ça qu'on se permet de parler de la notion de legal register. Donc traduit en français, on appellerait ça le registre des exigences légales. L'objectif de faire une telle chose en démarrage d'une mission ou d'une fabrication, que ce soit d'un élément ou du parc en entier, c'est de lister les principaux textes réglementaires applicables qui vont avoir un impact sur le design et permettre de synthétiser le contenu de ces textes réglementaires. Avec par exemple d'où provient la réglementation, est-ce qu'elle est locale, est-ce qu'elle est européenne, son champ d'application, est-ce que c'est sur l'ensemble des pales, est-ce que ça va être sur les fondations, est-ce que ça va être sur la sous-station, et également la phase de vie du projet pendant laquelle elle s'applique. Et maintenant, je vais passer la main à mon collègue Navid pour la partie certification. Oui, merci Louis. Merci Louis. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Navid Saidi. Je suis dans le service éolien de Bureau Veritas Exploitation. Je suis Evaluation Leader et Project Manager. À l'heure actuelle, je suis responsable de certification des 3 premiers champs éoliens offshore en France, qui sont Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles-sur-Mer. Voilà, mais pourquoi on fait la certification de projet en fait? Pour évaluer la conformité par rapport aux exigences requises du projet. On a 2 volets. D'abord, c'est pour fournir des garanties aux parties prenantes du projet, que ce soit les autorités nationales. Par exemple, en France, c'est systématiquement le gouvernement qui demande la certification des projets, ou bien les banques, les investisseurs, ou bien le client final qui demande pour avoir des garanties sur la partie design et tout ensemble d'un projet. Et deuxième volet, après, c'est pour pouvoir limiter les risques associés et améliorer tout ce qui est les aspects de sécurité et la qualité du projet. Du coup, on va essayer de challenger le design proposé par le designer et on va suivre le projet pour pouvoir vérifier, assurer que en fait, les hypothèses, le design et aussi tout ce qui est le suivi de fabrication jusqu'à la mise en service d'un projet, par exemple, les risques sont bien identifiés et bien maîtrisés. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà, au niveau de la certification de projet, de certification dans le domaine de l'éolien, on peut considérer 3 schémas de certification que vous voyez ici. On peut certifier, on parle de la certification de composants. Un composant, ça peut être par exemple des pales d'éoliennes, juste les pales, ou bien la tour, un type de fondation par exemple, typiquement les fondations onshore. Ça peut être la certification de type. Là, cette fois-ci, on parle. Un type, ça peut être par exemple la RNA, la Rotor Nacelle Assembly. C'est un ensemble de composants
qui sont dans la certification de type. Là, la RNA, c'est la turbine qui est en tête de la tour. Il y aura plusieurs composants, dont les pales qui ont été certifiées d'après la certification de type. Ou bien on peut avoir la certification complète d'un projet offshore qui est dédié pour un projet spécifique avec un design précis pour un site donné. Normalement, la certification de composants et de type, ça s'applique quand on a un design identique qui s'applique pour tous les projets. On aura une enveloppe de charge applicable, on va certifier un design pour une pale ou bien pour la turbine. Après, le designer va utiliser ce design identique pour plusieurs projets, sauf que dans la certification de projet, on va intégrer la certification de type, la certification des composants aussi, mais il y a forcément d'autres composants dans le projet, notamment les fondations offshore ou bien les tours, qui ne sont pas certifiés de type. Il y aura un design par projet. Le standard applicable, c'est IEC 61400. Normalement, pour la certification, c'est Overruling Standard qui est applicable très largement à l'international pour la certification éolienne, à la fois pour le type, pour le composant et pour le projet. Bureau Veritas, nous avons l'accréditation de COFRAC pour faire la certification de type, de projet et aussi de composants d'après le standard 61400-22 qui détermine le schéma de certification, mais aussi il y a les séries des standards de 61400 qui sont applicables pour les différents composants, mais aussi on peut certifier les projets d'après d'autres standards comme les directives de GL, mais aussi Danish Executive Order. Nous avons un scope de certification flexible d'après COFRAC depuis 2017. Aussi, on peut certifier d'après IEC-RE. IEC-RE, c'est un nouveau schéma de certification de l'IEC. RE, c'est pour Renewable Energy, c'est pour les énergies renouvelables qui a été mis en place depuis maintenant quelques années. C'est applicable surtout pour tout ce qui est les énergies renouvelables. Nous avons un certification body doit être reconnu par le comité exécutif de IEC-RE pour pouvoir certifier. Et Bureau Veritas, depuis 2017, nous sommes reconnus pour la certification de type et de composants d'après l'IEC-RE et les démarches pour la certification de projet d'après l'IEC-RE. C'est en cours et très bientôt, on espère être reconnu pour ça. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Je passe la main à mon collègue Benoît. Oui, merci Navid. Bonjour, je suis Benoît de Mulder, chef de service de la partie industrie sur la région des Pays de Loire. Moi, je vais vous parler aussi de la certification, mais plus le marquage CE qu'on peut réaliser sur les structures métalliques que peut composer la sous-station électrique ou les structures métalliques sur les éoliennes. Donc la certification n'est pas obligatoire, ça dépend fortement du standard qui est appliqué. On avait vu auparavant qu'il peut y avoir plusieurs standards qui peuvent être appliqués comme le DNV ou également on a vu tout à l'heure le BSH 2014 qui peut amener à renvoyer à la norme EN 1090 et c'est cette norme EN 1090, notamment la partie 1, qui exige une certification du fabricant pour pouvoir poser le marquage CE sur les structures métalliques qui va composer la sous-station. Donc d'où vient cette certification? C'est tout d'abord dans l'ISO 9001, on définit le procédé les procédés de soudage comme un procédé spécial et on a donc des normes qui sont référencées dans l'ISO 3834-1 à 5 qui déterminent les exigences de qualité en soudage que doit respecter l'entreprise. Et c'est la norme 1090-1 qui fait appel à cette norme de 34 qui définit les 22 exigences que doit suivre le fabricant. Et c'est à partir de là, s'il respecte ces exigences, il peut apposer le marquage CE. Donc cette certification, si elle est exigée, elle est applicable pour toutes les pièces métalliques qui sont présentes sur la structure, aussi bien le garde-corps
la sous-station elle-même, toute une partie, ou que le mât éolien, etc. Les principales impositions de cette certification, c'est qu'il faut respecter les 22 exigences de l'ISO 13834. Pour cela, elle impose d'avoir une coordination en soudage avec quelqu'un qui est diplômé avec un diplôme international en soudage, qui soit ingénieur, technologue ou spécialiste suivant la classe d'exécution. On verra par la suite dans la conception ce que c'est que la classe d'exécution, et également toute la gestion documentaire liée à la fabrication, avec la gestion des cahiers de soudage, les QMOS, les QS, les DEMOS, également des exigences sur les matériaux, de son achat jusqu'à la traçabilité, jusqu'à la mise en service de l'équipement, et également des moyens forts au niveau des traitements de surface, aussi bien sur la préparation de surface que sur la mise en application de ces protections anti-corrosion. Également, l'entreprise qui est certifiée devra subir un audit annuel par un organisme pour voir si le système fonctionne bien. Nous allons passer maintenant à la phase conception. La phase conception, dès le début d'un projet, on doit se demander quels sont les impacts des standards choisis. Ça veut dire par là quelles sont les impositions que je vais avoir du coup lors de la fabrication, parce que c'est pas une fois qu'on est sur la phase de fabrication qu'on doit se poser des questions sur telle ou telle chose, c'est dès le début. Également, il faut que vous ayez vu que les champs ont été construits sur différents standards. Donc, il faut bien prendre en compte tous les standards et voir les différences entre chaque standard. Quand on prend le DNV ou le BSH ou la 1090, par exemple, pour la fabrication soudée, on peut avoir des sacrées différences, et donc il faut bien les prendre dès le début en compte. Également, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on doit dès le début en phase conception au client, quels sont les livrables et comment une tierce partie peut intervenir, si elle doit être validée ou non. C'est un peu ce que nous expliquait Navid du coup dans la phase certification. Et également la langue. La langue, on voit par exemple sur les premiers champs éoliens construits, qui commencent à être construits, que la langue, c'est l'anglais pour toutes les relations entre les différents partenaires, par exemple. Donc pour la phase conception, je vais commencer du coup par la phase de structure métallique pour passer ensuite la main à Louis. Sur les structures métalliques, donc quand je prends le cas de l'EN 1090-2, dès la phase conception, on va définir ce que c'est que les classes d'exécution, qui sont de 1 à 4. Elles peuvent s'appliquer donc sur l'ensemble de la structure, pour n'importe quelle partie de la structure. On détermine en fonction du risque que peut occasionner la défaillance de telle ou telle partie, la classe d'exécution. Donc quand vous n'avez pas de classe définie, ça sera toujours au minimum le XEC2, c'est une des plus basses, sachant que la plus basse c'est le 1, et on va jusqu'à la plus forte qui est le XEC4. Comment on définit ces classes d'exécution? C'est en fonction de la classe de conséquence. Alors, faut comprendre par classe de conséquence, c'est la classe de conséquence que peut engendrer la défaillance d'une soudure ou de la structure, si ça peut aller jusque... Alors, du coup, c'est toujours lié plus ou moins à la sécurité des personnes ou des installations. Et également, la catégorie de production, la difficulté à mettre en œuvre tel moyen de soudure du coup dans la phase fabrication. Donc à partir de là, à la fois avec les catégories de production et les classes de conséquences, on va définir du coup les classes d'exécution de XEC1 et XEC4. Tableau qui vient sur la slide suivante. Voilà. Donc on définit du coup par rapport à la classe de conséquences et la production, on va aller de XEC1 à XEC4. Ça c'est pour le cas de la 1090, et on retrouve le pendant pour le code des NVGL C401, qui est le code de construction des fabrications des structures métalliques, notamment sur les champs actuellement en cours de construction sur Saint-Brieuc ou sur Saint-Nazaire, où on va définir non pas 4 mais 3 catégories de structures, les spéciales, les primaires et les secondaires. Vous comprenez bien que les spéciales, c'est celles qui vont être le plus sollicitées, ça va être l'équivalent un peu de mon XEC4 pour la 1090, où on va avoir de fortes contraintes sur les soudures, et donc on va être très exigeant au niveau de la réalisation de ces soudures-là et des contrôles à réaliser. Et sur les secondaires, c'est plutôt, comme l'indique, du coup, des XEC2 ou des XEC1, pardon, et donc on va être beaucoup moins exigeant au niveau de ces soudures. Mais pour vous dire que toute soudure est importante, elles sont catégorisées, et chaque soudure doit être suivie et contrôlée suivant le référentiel choisi. Voilà, je vais laisser la main du coup à Louis, qui va vous présenter la phase conception, mais sur l'électricité et sur d'autres termes par la suite. Merci. Du coup, pour la partie électricité, effectivement, le point assez important à retenir dans la phase de conception, c'est qu'on se retrouve avec un grand nombre de référentiels. En référentiel français, on va avoir deux normes principales qui sont la NFC 1500 et la NFC 13200, qui sont respectivement pour la partie basse tension et haute tension.
À ce jour, c'est écrit textuellement au début de ces normes qu'elles ne s'appliquent pas à l'offshore, mais c'est plutôt dû à la nouveauté en fait et de toute façon, il n'y a pas d'autres normes vraiment qui est là pour pouvoir prendre la place, au niveau français en tout cas. Côté international, on a les équivalents, donc l'IEC 60-364 pour la partie basse tension et la 62-271 pour la partie haute tension. En complément de ces normes, on retrouvera des documentations qui émanent de DNVGL, qui sont des recueils aussi de sortes de normes, qui sont vraiment spécifiques à l'offshore. Donc j'ai noté un exemple pour, par exemple, des câbles de voltage moyen. On retrouve avec 3 normes différentes. On a une IEC, une NFC et une DNV qui existent pour un seul équipement. Donc derrière, ça demande dès le départ d'identifier quel référentiel il est choisi d'appliquer. Il est possible d'en appliquer plusieurs, mais dans ce cas-là, il y aura peut-être des points de divergence sur certains détails techniques qu'il faudra anticiper. Après, ces questions-là de référentiels multiples, en fait, ça va impacter autant le donneur d'ordre que les entreprises qui sont amenées à concevoir, à poser, à tirer les câbles. Parce que derrière, c'est une information qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir concevoir votre équipement ou l'ensemble de l'installation électrique. Donc on en revient un petit peu à la notion de legal register qui a été définie dès le début, où effectivement sur l'électricité, on a un petit peu un conflit avec certaines normes françaises et d'autres standards offshore. À côté de ça, on a la notion de contrôle des installations de production électrique. Le code de l'énergie en France requiert un contrôle de la part d'un organisme agréé avant la mise en service pour garantir l'électricité, enfin le mode de production de l'électricité. Pour la partie levage, donc en phase de conception, on a ce qu'on appelle des examens d'adéquation des équipements de levage. Donc ici, on fait référence à un texte de loi, donc l'arrêté du 1er mars 2004. Et l'objectif de l'examen d'adéquation, c'est de veiller à ce que les capacités de l'équipement de levage soient conformes aux usages prévus. C'est un peu plus compliqué que juste prendre une grue et l'installer sur une structure. On réfléchit, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à ce dont on va avoir besoin et surtout à l'environnement qui, en offshore, peut être un peu plus contraignant. À côté de ça, en offshore, on pourra retrouver des accessoires de levage qui peuvent être conçus sur mesure. Parce que sur des plateformes ou sur les bas des éoliennes ou même sur les éoliennes en elles-mêmes, on a assez régulièrement besoin de points de manutention, d'anneaux de halage, de choses comme ça. Et on peut se retrouver à devoir concevoir des équipements sur mesure. Dans ce cas-là, il y a des études de dimensionnement et des épreuves à l'aptitude à l'emploi et tout ça, il faut bien définir le cadre réglementaire derrière pour être correct au niveau de la conception. Toujours en phase conception, on a des choses qui sont issues du monde de la construction. Donc avec par exemple du CSPS, donc c'est la gestion des risques de coactivité sur les futures phases de chantier. Donc en conception, c'est vraiment définir comment est-ce que mes chantiers vont se dérouler, comment je vais gérer ma coactivité et comment je vais empêcher d'avoir des accidents sur mon chantier. Donc ça, c'est du CSPS. De la mission STI, donc celle-ci, c'est une mission qui émane du code du travail en fait par rapport à l'obligation d'avoir des bâtiments industriels sur le territoire français qui sont sûrs pour les travailleurs. On a aussi la notion de mission L, donc ce qu'on appelle la solidité structurelle. Donc au niveau des parcs éoliens, ça va principalement se retrouver pour les fondations. Et donc ça émane du code de la construction. Et l'objectif, c'est de vérifier que l'ouvrage soit solide et indissociable du reste du bâtiment. Sur un volet HSE, donc hygiène, sécurité, environnement, on peut avoir des bilans de gaz à effet de serre ou des bilans carbone. Donc
la décision revient, enfin, la gestion revient plutôt au donneur d'ordre pour un parc éolien, mais ça peut impacter toutes les personnes qui vont devoir intervenir dessus aussi. Donc c'est quelque chose qui mérite d'avoir quand même un point d'attention. Actuellement, ce n'est pas ICPE, mais dans le cadre des ICPE, sur l'éolien onshore, on a des obligations de faire des études de danger, des analyses de risque et des études d'impact. Donc, il est possible que le donneur d'ordre décide quand même d'appliquer ce genre d'analyse et d'études. Et donc après, il faut composer avec. On peut avoir de la notion de veille réglementaire, forcément, de l'évaluation de conformité réglementaire. Et puis après, sur de la partie gestion environnementale ou au niveau de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, on peut avoir des parcs éoliens qui demanderont d'avoir telle ou telle entreprise qui travaille pour eux, qui ont telle ou telle certification. Donc par exemple de l'ISO 26000 pour la RSE ou de l'ISO 14000. Donc en quittant un petit peu la phase de conception et en avançant dans le temps directement sur la phase fabrication et chantier. Donc les enjeux pour cette phase, définir qu'est-ce qu'on réalise à terre, qu'est-ce qu'on réalise en mer. Sur le offshore, on essaye de faire un maximum des interventions à terre pour des raisons de coût et de risque. Et on va limiter au maximum ce qu'on doit faire en mer. On a aussi des termes qui sont assez spécifiques. On parlera de FAT, HAT et SAT, donc c'est des acronymes anglo-saxons qui signifient en fait FAT, c'est Factory Acceptance Test, donc c'est tous les tests qu'on va réaliser en réception à l'usine. Les HAT, donc Harbor Acceptance Test, c'est tout ce qu'on va réaliser en réception directement sur le port avant le départ en mer. Et ensuite SAT, donc c'est Sea Acceptance Test, pardon. Donc c'est les réceptions qu'on va faire une fois que le matériel a été installé en mer. Donc, est-ce que les procédures de fabrication sont-elles adaptées? Comment est-ce que je gère la coactivité sur mes chantiers? Comment est-ce que je les supervise d'un point de vue HSE? Ce qui vient complémenter la notion de coactivité. Et comment je vais gérer par exemple les phases d'attente de matériel en mer. On peut installer une fondation qui va rester 1 an en attente d'avoir son éolienne qui se fait installer dessus. Peut-être qu'avant de continuer, on a des tests spécifiques à faire. Il faut anticiper tout ça. Et je repasse la main à mon collègue Benoît sur de la partie structure métallique. Merci Louis. Donc pour la fabrication, que l'entreprise soit certifiée ou pas, ou suivant n'importe quel standard, DNV, BSH ou NDX 90, que ce soit sur terre ou en mer, on a les mêmes impositions de la norme qui s'appliquent. Quelques points clés au niveau de la traçabilité, identification et documents de contrôle, tout ce qui est matériaux de base, tout ce qui est soudure réalisée devra être suivi de la phase du début jusqu'à la phase de mise en exploitation. On est également sur les éléments de fixation mécanique, tout ce qui est boulonnage, rivetage, non peut-être pas, mais tout ce qui est boulonnage par exemple, on aura des procédures pour la vérification de la bonne mise en forme et le bon réglage. Également sur tout ce qui est manutention et stockage des métaux de base, qui est très important pour éviter toute corrosion avant la mise en œuvre, donc ils sont très exigeants. Et également, ce qu'on a vu tout à l'heure, pas mal de documentation au niveau des cahiers de soudage, mais également au niveau du coupage. On aura des modes opératoires à valider sur du coupage, sur du soudage. On revient sur la coordination où l'élément clé, c'est un spécialiste en soudage qui peut être du niveau bac à bac plus 5, on peut aller jusqu'à l'ingénieur pour la supervision et le suivi des travaux et la coordination de toutes les phases relatives au soudage et en peinture également. Des exigences élevées en contrôle visuel et préparation de surface pour la peinture, voilà tout à fait. Donc on est très exigeant sur le visuel, en vue du coup d'avoir des cordons de soudure, des états de surface très propres pour une meilleure tenue de la peinture après et puis du suivi dans le temps. Également des points importants, on a toutes des phases et notamment des délais entre le soudage et la mise en œuvre des contrôles instructifs qui peuvent aller jusqu'à 48 heures en fonction des matériaux. Donc c'est également à prendre en compte, notamment sur les phases de travaux en mer qui peuvent avoir des impacts importants, très importants. Et le traitement de surface à la fin, où on va exiger du coup au fabricant un PAQ, un plan d'assurance qualité sur la mise en œuvre avec différents contrôles et aussi une coordination via généralement une personne à PAFROSIO.
Sur les 2 slides suivants, juste pour un exemple au niveau des contrôles non destructifs, j'ai pris dans le premier slide le N1090 et dans la suivante le DNV, pour donner un exemple, en fonction de la classe, vous vous souvenez, on a défini différentes classes de XEC1, XEC4 sur un 1090, celui-là XEC2 jusqu'à XEC4, on va avoir un pourcentage et des niveaux de contrôle qui vont être différents en fonction de la dangerosité de la soudure, enfin plutôt au niveau de la défaillance probable de la soudure. Donc par exemple sur les soudures en XEC4 en bout à bout qui vont être tendues, on va avoir des taux de contrôle qui vont avoisiner les 100% et on va retrouver sur des soudures XEC2 qui sont plutôt des soudures qui ont moins d'impact sur la sécurité des personnes, on va avoir des 5% ou 10%. Mais pour vous dire quand même que tous les soudures sont contrôlées sur des référentiels bien précis et avec un pourcentage différent en fonction du risque de rupture de la soudure, enfin surtout des conséquences de la soudure. Dans le cas du DNV, on retrouve ces mêmes choses. Vous vous souvenez, il y avait 3 catégories avec la secondaire, la primaire et la spéciale. Sur la spéciale, on va retrouver des contrôles volumiques et en surface quasiment à 100% sur toutes ces soudures-là, vont être très suivies. Et sur les secondaires, on va trouver du spot, généralement du 5 à 10%. Donc pour vous dire que même si vous fabriquez des choses qui sont plutôt secondaires ou plutôt qui ont moins d'impact, il y a quand même toutes les exigences de contrôle et notamment tout ce qui est traçabilité, qualification, etc. sur ces soudures également. Une dernière slide sur la peinture où on va être très exigeant, on va demander du P1 à P3, souvent du P2, suivant l'ISO 8501-1 pour les degrés de préparation de surface des soudures. On va être beaucoup plus exigeant que les normes relatives au soudage, qui est la 8517. Tout simplement tout cela dépend de la durée de vie après prévue, la protection contre la corrosion, on veut la plus longue possible. C'est la première barrière face à la corrosion, c'est cette peinture. Donc on va être très très exigeant au niveau des critères en soudure et en peinture pour garantir une durée de vie la plus longue possible. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va demander un PAQ, un plan d'assurance qualité, au peintre ou à la société qui prend en œuvre la peinture, pour s'assurer que la bonne mise en application de la peinture, qui en mer peut être assez délicat du coup de suivre toutes les recommandations exigées par les normes. Voilà. Je redonne la main à Louis qui va vous parler de la phase fabrication sur la partie électricité. Merci. Donc effectivement, pour la partie électrique, on peut faire la comparaison avec les installations qu'on peut retrouver à terre. On a en fait une notion de vérification initiale des installations électriques. Et donc cette obligation émane d'un arrêté du 21 décembre 2011 et du Code du travail. Et l'objectif, c'est de veiller à ce que l'ensemble des installations qui ont été installées correspondent à ce qui a été designé et que ça réponde aux différents standards qui ont été définis en amont. En complément de la vérification des installations électriques, on peut avoir des essais un petit peu plus spécifiques ou des normes un peu plus spécifiques, comme par exemple des essais diélectriques qui peuvent se faire via avec comme référence la NFC 13200 et l'IE 400.2. On peut avoir également des notions d'arc flash parce qu'on va se retrouver avec des courants de court-circuit très élevés. Donc là, on va faire référence à une norme américaine, la NFPA 70E, ou pareil, une norme européenne, l'IE 1584. L'ensemble de ces vérifications, alors la vérification initiale des installations électriques incombe normalement à l'exploitant, mais chaque entreprise ou chaque partenaire qui va apporter des éléments électriques sur l'ensemble du parc sera concerné également par cela à son échelle. En phase de fabrication et de construction, j'avais évoqué avant la notion de coordination SPS où en conception, on anticipait, on essayait de voir les risques de coactivité qu'on allait avoir. Donc en phase, cette fois-ci, de chantier, on a des obligations du Code du travail qui nous demandent de veiller au respect des règles de coactivité qui ont été définies en amont. Ceci est applicable sur les chantiers, que ce soit en terre ou en mer. C'est ce qu'on appelle communément le décret de 94. Et par contre, c'est quelque chose qui n'est pas applicable au sein d'une usine de fabrication, parce que au sein d'une usine de fabrication, en fait, on va être sous décret de 92, ce qui en fait fait référence au plan de prévention pour la gestion des risques. Donc quand on est en chantier, c'est de la coordination SPS, et quand on est dans une usine en phase de fabrication, c'est un plan de prévention qui va gérer les risques de coactivité.
Au niveau HSE, on peut avoir des notions de chantier propre ou de faible nuisance. C'est des chantiers qui peuvent avoir un impact assez fort sur leurs environnements, donc on a des choses qui existent dans le code du travail et dans le code de l'environnement pour gérer l'impact environnemental du chantier, que ce soit en termes de déchets, en termes de nuisances ou en termes de sécurité aussi. D'animation et de la prévention HSE, où l'objectif derrière, c'est de venir compléter les missions SPS et éventuellement d'aller plus loin encore sur la notion de sécurité. Donc on arrive à cette notion de prévention HSE. Sur les équipements de levage, donc pareil, même référence réglementaire, hein, donc on parlait avant d'examen d'adéquation plutôt en phase d'étude, où on vérifie que l'équipement soit adapté à ce qu'on va lui demander de faire. Cette fois-ci, en phase de fabrication et de conception, on va avoir la mise en service des équipements de levage. Donc avec un examen de montage par exemple, ou des essais dynamiques et statiques qui sont faits pour vérifier que les poids qui vont être manutentionnés, que la résistance soit suffisante et des éléments comme cela. Quand on parle de mise en service, donc ce n'est pas seulement valable sur les grues et palans ou appareils de levage classique, on a également les accessoires de levage, donc tout ce qui est manille et lingue fait également partie de ce périmètre. Les points d'ancrage et les points de halage, donc ce que je disais sur des équipements qui ont été conçus un peu sur mesure pour faire de la manutention d'équipements un peu particuliers. Pareil, on a cette notion de mise en service. Ou également des équipements vraiment spécifiques à l'offshore, donc ce qui est communément appelé des SRL, donc c'est des lignes de vie qui sont rétractables pour éviter d'avoir les fils qui viennent s'empatouiller. Donc tout ça est soumis à la mise en service des équipements. Donc nous allons maintenant passer à la phase plutôt exploitation. Donc c'est dans un futur qui peut être potentiellement un peu plus loin, mais ça vaut le coup dès le départ d'anticiper et de prendre en compte les contraintes qu'on va avoir à ce moment-là. Donc dans le temps, comment est-ce que je vais veiller au maintien de l'intégrité de ma structure? Est-ce que les peintures vont tenir? Comment je vais gérer la corrosion, des mesures d'épaisseur, plein de choses comme ça. Quelles sont les périodes d'entretien, les périodicités d'entretien et de vérification dans un cadre réglementaire? Qu'est-ce que je vais devoir aller vérifier tous les ans, tous les 2 ans, tous les 6 mois? Comment est-ce que je gère mes interventions sur site? Donc c'est des interventions qui sont coûteuses en termes de déplacement, en termes de formation, en termes de personnel qualifié. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser ces choses-là? Dès le départ, c'est des questions à se poser. Et puis les notions de formation pour pouvoir intervenir en offshore. C'est un petit peu plus compliqué d'aller sur une installation offshore que simplement de passer les portes d'une usine. Et je repasse la main à Benoît pour la partie CND et inspection. Oui, merci Louis. Donc pour la partie CND, contrôle non destructif et inspection, notamment des structures métalliques. Donc on n'a pas de contexte réglementaire, mais c'est plutôt l'exploitant qui veut garantir l'intégrité de ces structures et prolonger la durée de vie du parc au maximum. C'est pour ça que c'est des contrôles qui sont mis en place dans des plans d'inspection de façon périodique pour voir l'évolution des dégradations éventuelles sur les structures métalliques ou autres. Au niveau des contrôles qu'on peut réaliser, il y a tout type de contrôle, mais on va plutôt être limité avec les moyens d'accès. On va privilégier maintenant les drones qui vont pouvoir intervenir sur site sans forcément envoyer des personnes physiques pour faire le contrôle. Et également, on peut réaliser, s'il y a besoin, si on va un peu plus poussé, des contrôles par cordiste pour pouvoir, par exemple, longer le mât de l'éolien pour vérifier la structure. Au niveau des contrôles, ça sera principalement des contrôles visuels pour voir du coup si la protection anti-corrosion est toujours bonne, s'il n'y a pas de point de corrosion, etc., qui peut être réalisé par drone. Également de la prise de mesure d'épaisseur, lorsqu'il y a des traces de corrosion ou autre, la relevé par mesure d'épaisseur pour définir l'épaisseur résiduelle pour déterminer la durée de vie du mât, si elle dépend sous épaisseur, et initier éventuellement des réparations. Donc ça également aussi, les drones sont capables maintenant de faire ce type de contrôle. L'ACFM, c'est un moyen de contrôle qui utilise les courants de Foucault pour déterminer si la soudure présente des fissures ou d'autres anomalies, et ça permet de faire ce contrôle même lorsque la soudure est peinte,
Donc on passe à travers la couche de peinture pour voir l'intégrité de la soudure si elle n'est pas fissurée ou autre. Donc là par contre c'est plutôt un contrôle manuel qui est peu robotisé. Et également les drones peuvent réaliser maintenant des scannings des pales ou autres pour voir les déformations éventuellement, des pales ou autres. Les drones maintenant sont vraiment beaucoup utilisés, notamment dans les liens onshore, et vont être utilisés par la suite du coup dans notre offshore pour vérifier l'intégrité des structures. Également, ce qui est mis en place, notamment sur les turbines des éoliennes offshore, c'est le contrôle par endoscopie. Donc, on va avec des fils de 3-4 mm, on peut rentrer dans les différents engrenages de la turbine pour vérifier que les dents ne sont pas cassées, qu'ils ne sont pas usées. Également, on peut vérifier du coup le niveau d'huile. On peut faire relever d'huile également pour vérifier s'il n'y a pas une dégradation de l'huile dans les turbines, etc. Donc, c'est tous des contrôles qui vont être faits de façon périodique suivant un plan d'inspection qui va être défini par l'exploitant pour pouvoir garantir la bonne vie des éoliennes. Je repasse la main à Louis qui va vous parler de déformation pour pouvoir intervenir onshore. Donc oui, effectivement, pour justement intervenir sur des installations offshore, donc on a des formations spécifiques qui existent. Donc on a par exemple la formation GWO. Donc GWO, c'est un organisme Global Wind Organization qui justement a des formations avec un cahier des charges bien précis qui répond justement aux attentes en éolien, où on apprend à s'extraire en urgence d'une éolienne. On a des notions de geste et posture, un petit peu de travail en hauteur. Et puis on a un module qui s'intitule Survie en mer qui accompagne ces formations GWO, et sur la plupart des parcs éoliens qui sont en exploitation, en fait, cette formation est nécessaire pour pouvoir intervenir sur le parc éolien. À côté de ça, on a le BOSIET qui est un équivalent pour une formation de survie en mer. Après, sur des formations plus classiques qui se réfèrent vraiment à ce qu'on connaît en France en terre, qui va s'appliquer également aussi en offshore. Donc on va avoir des formations de travail en hauteur, les habilitations électriques, des autorisations de conduite, des formations SST, de l'espace confiné, et puis éventuellement d'autres en fonction des cas de figure. À noter que ces formations sont valables que ce soit pour des travailleurs français ou étrangers, vu que de toute façon, c'est des personnes qui vont intervenir sur le territoire français, et c'est dans ce cadre-là qu'on a nécessité de former son personnel pour gérer justement tous les risques. Les différentes vérifications qui seront obligatoires. Donc, sur le principe, on applique la même chose qu'on retrouve en terre. Au niveau de la vérification électrique, on va avoir une vérification qui est annuelle. Au niveau des équipements de levage et des accessoires, donc c'est annuel ou biannuel en fonction des équipements qui sont levés ou des cas de figure. Les équipements de protection individuelle, pareil, on a des vérifications annuelles à mettre en œuvre dessus. Tout ce qui est échelle et moyens d'accès, des vérifications annuelles également. Les moyens d'extinction, donc tout ce qui va être extincteur qui peut être mis en place, ou des systèmes un peu plus conséquents que des extincteurs, on a aussi une notion de vérification annuelle. Et on peut avoir le cas aussi avec des équipements sous pression qui doivent être contrôlés. Donc cela s'applique au parc éolien en lui-même et puis aux installations annexes, parce qu'on va avoir éventuellement une base maintenance avec tout un atelier, un quai pour les bateaux, des choses comme ça. Et ces vérifications sont sont à la charge de l'exploitant, mais on a des cas de figure où la gestion peut être déléguée à une entreprise qui va s'occuper de la maintenance globale du parc, qui va piloter ces prestations de vérification. Et je vais passer la main donc à Cyril qui va vous faire la conclusion pour ces webinaires. Merci Louis et merci Benoît pour cette présentation. Je vais faire une petite première conclusion, puisqu'après on va laisser la parole à nos clients là, qui sont autour de leur écran pour qu'ils nous posent un jeu de questions-réponses. Alors, vous l'aurez compris, la clé de réussite de votre projet, c'est de le replacer dans son contexte et d'apprécier qu'il s'intègre dans un environnement de travail particulier et soumis à de fortes contraintes. Et notamment une réglementation très complexe et issue de plusieurs référentiels,
et j'ai entendu tout à l'heure qu'ils peuvent parfois être contradictoires. Il faut donc bien les choisir et bien communiquer à ce sujet. Donc, pour ne pas se perdre dans la multitude de guides, normes, décrets, codes, j'ai entendu plein de noms avec des chiffres et des lettres. Pour ne pas se perdre, il est primordial de se rappeler le sens de la réglementation et de ces guides, et donc pourquoi ils existent. L'objectif final, c'est bien de fournir un matériel pérenne, fiable, sûr, pour limiter autant que possible le risque d'accident tout au long de la vie du parc éolien, depuis la conception jusqu'au démantèlement. Donc la meilleure stratégie, c'est le dernier point, c'est d'anticiper, ne pas attendre la fin, quand tout est terminé, pour se faire contrôler, ou bien intégrer dès le départ les référentiels imposés par la réglementation ou donneur d'ordre, ou choisis, et ça dès la phase de conception. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Il est possible, j'imagine que vous ayez plus de questions que de réponses à ce stade, c'est normal. L'objectif de la présentation, c'était de vous amener sur une réflexion et de vous sensibiliser aux différentes contraintes qui sont propres au milieu éolien offshore. Donc, merci à vous, et puis on va passer au jeu de questions-réponses. Alors, peut-être qu'on a récupéré Gwenaël avant. Cyril, non, je suis désolée. Non, Non. Alors, je suis désolé pour Solution Co qui ne pourra pas se présenter. Enfin, je pense que tout le monde les connaît, mais ça aurait été bien qu'ils se présentent, parce que c'est grâce à eux qu'on anime ce webinaire, donc on les en remercie. Du coup, on va passer au jeu de questions-réponses. Je crois qu'il y a déjà des questions. Louis, Benoît, je vous laisse la main. Isabelle, peut-être aussi. Vos micros sont coupés, les questions? Alors, juste pour information, donc je vous confirme bien, le support de présentation vous sera envoyé à l'issue du webinaire. J'ai une première question. Est-ce que les appareils de levage sont soumis au marquage CE selon la directive européenne 2006/42/CE? Alors, Louis, je ne sais pas si c'est toi qui réponds. Ton micro est coupé. J'imagine que c'est toi. Sur la partie levage, c'est pas le domaine de prédilection pour ma part, donc le plus simple, c'est que celle-ci sera notée et que je recouperai avec une personne qui pourra répondre. Par contre, j'en ai une deuxième, il me semble. D'accord, donc pour la personne qui a posé cette question, vous aurez la réponse via un FAQ qu'on transmettra à l'issue du webinaire. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la réponse sera donnée, mais ce n'est pas la spécialité de vous. Alors, pourquoi, si la NFC 13200 ne s'applique pas offshore à la conception, elle implique des essais en construction? Alors, c'est effectivement noté textuellement sur la NFC 13200 qu'elle ne s'applique pas, mais par expérience, on a pu voir, par exemple sur le premier parc qui est en cours, en fait, que dans les choix réglementaires qui ont été faits au départ par l'exploitant du parc, en fait, hein, le demandeur, qui est une grande entreprise française, avait décidé quand même d'utiliser ce document-là comme référentiel, parce que selon eux, il était possible que la prochaine version de la norme puisse intégrer certaines modifications, justement. Après, on a peut-être certains points techniques où il y avait des incohérences, mais tout se traite au cas par cas, en fait, parce que de toute façon, en France, c'est vraiment 15200 et 13200, c'est la base pour tout ce qui est conformité électrique. Donc, ils ont quand même, de manière volontaire, décidé de l'appliquer partiellement en prenant en compte les spécificités techniques d'un parc offshore. Voilà. Merci Louis. N'hésitez pas à poser vos questions à travers la fenêtre de discussion. Il nous reste encore un petit peu de temps pour vous répondre. À moins que le sujet était très clair. Ok,
qu'il a besoin d'être un peu digéré. Digéré, ou Benoît, si tu avais un petit complément d'information, ou Louis, si vous vouliez revoir. Concernant la structure métallique, il faut vraiment si vous êtes dans ce domaine-là, faut vraiment dès le début bien connaître les référentiels applicables, parce qu'en fonction du parc qui va être construit, on va partir dans un sens ou dans l'autre, où ça peut être très compliqué après de raccrocher le wagon si c'est possible, quoi. Donc voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est dès le début d'être très clair sur le périmètre et également les exigences au niveau des standards applicables. Pas de questions? J'ai une nouvelle question. Quel risque de voir une rubrique ICPE offshore wind arriver? Je ne sais pas si ceux qui sont autour de la table pourront facilement répondre. Je crois que ce n'est pas dans les tuyaux. Pas dans les tuyaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet là, à courte échéance. De toute façon, c'est des décisions qui sont faites par l'État, hein, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément de visu là-dessus. Quand ça sortira, on le subira et on s'adaptera tous, mais c'est difficile de répondre à cette question-là. Dans tous les cas, quand une nouvelle rubrique ICPE sort, les installations qui sont déjà en installation bénéficient de l'antériorité si elles font valoir leur droit à l'antériorité. C'est donc effectivement, pour ces exploitants, il va falloir avoir une veille réglementaire poussée pour bien identifier la sortie du texte et à l'aise déclarer à l'administration si la rubrique sort. Voilà. C'est le principe de la réglementation française. Hein. On a le droit à l'antériorité à partir du moment où on fait valoir son droit, dans un délai qui est imposé en général de 12 mois. Nous avons de nouvelles questions au sujet particulièrement sur l'accréditation électrique pour les personnels des entreprises étrangères, selon NFC 18-510 impérativement. Donc oui, vu que c'est des travailleurs qui vont être sur le sol français. Après, c'est donc la NFC 18510, hein, c'est ce qu'on appelle l'habilitation électrique. Après, on a différents niveaux, que ce soit pour des non-électriciens, ne serait-ce que pour accéder dans les parties des turbines ou de la sous-station. En fait, sur l'ensemble du parc éolien, enfin quasiment toutes les zones de travail, il y a au moins le niveau non-électricien à avoir. Après, si effectivement c'est du personnel qui est déjà électricien techniquement de l'étranger et qui vient intervenir sur les installations en France, ils ont quand même nécessité que leur employeur leur fournisse une attestation d'habilitation en fait. Une nouvelle question, existe-t-il une base de données sur lesquelles se reposer pour orienter la prise de décision sur la prise en compte ou non des normes? Benoît ou Louis? Pour la partie métallique, je dirais non, parce que généralement, les standards qui sont utilisés sont complètement autoporteurs. Ça veut dire qu'ils forment le code ou par exemple le indice 90, du coup, toutes les parties sont décrites, quoi. Donc, dès qu'on va dire, par exemple, qu'on doit fabriquer suivant le DNV C401, mais il est autoporteur et toutes les phases de la partie conception à fabrication et au niveau contrôle sont bien décrites. Donc, on prend dans son entièreté, quoi. On prend le code, du coup, de A à Z. Sachant que généralement aussi, il est très difficile, hein, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas abordé, d'y déroger. Parce qu'au final, du coup, l'organisme de classification qui va réceptionner les équipements pour après l'installation en mer suit le code à la lettre. Donc, s'il y a des points qui sont durs ou qui vont être difficilement réalisables, il faut dès le début l'indiquer pour pouvoir mettre les démarches en place pour pouvoir y déroger. Mais y déroger, une fois qu'on est devant le fait accompli, c'est très difficile par retour d'expérience sur les premiers champs. Pour compléter, hein, une base de données unique, à ma connaissance, non, ça n'existe pas parce que, comme dit, en fait, DNVGL a sa propre base de données, les normes AFNOR françaises ont leur propre base de données et il n'y a pas forcément un outil qui va vraiment regrouper tout, vu qu'on a des choses qui proviennent de l'oil and gas, donc
Non, c'est difficile. Après, il y a des outils de veille qui existent, mais ça va pas être du clé en main, à savoir. Surtout que c'est généralement après la décision du fabricant du parc, enfin de la personne, enfin de l'entité qui va gérer le parc, qui va définir, qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui s'applique pas. Et c'est eux qui vont donner le tempo, à ce niveau-là. Heu, J'espère que ça répond quand même à la question. J'ai une nouvelle question, moi, elle me plaît en tant que directeur commercial. Les équipes Bureau Veritas ont-elles des équipes pour aller réaliser les contrôles réglementaires offshore? Oui, c'est en cours, c'est même ce mois-ci, il y a encore des formations qui sont en cours où on commence à avoir des équipes, qui ont des possibilités, en termes de qualification et de compétences techniques pour, pouvoir intervenir, justement, en offshore. Une nouvelle question au sujet des normes. Pour les normes de conception en structure métallique, y a-t-il équivalence entre l'EN 1090 et le DNVGL, entre parenthèses PS/SS/SS? Donc, c'est vrai que le DNV a sa propre phase conception. Il y a des similitudes, mais il faut quand même suivre le code DNV de A à Z, quoi. On suit pas du coup les normes 1990 du coup à lettre. Les Eurocodes sont pas forcément suivis et on va plus se rapprocher des standards américains comme l'AWS pour déterminer certaines joints de structure. On va plutôt se rapprocher du modèle américain que de l'Eurocode sur la partie DNV. C'est vrai que c'est un peu bizarre alors que c'est un code norvégien. On va plutôt se rapprocher du code américain, enfin, d'une méthode de calcul américaine avec l'AWS qu'avec les Eurocodes. Il y a quand même, voilà, c'est pas parce qu'on a validé une conception sur une norme N qu'elle va être bonne au niveau du DNV. On oublie que nous avons très peu abordé l'éolien flottant. Comment sont traitées les spécificités associées côté Bureau Veritas? Je vais me permettre de répondre, alors une réponse un peu, pas forcément complète, mais sur l'éolien flottant, en fait, il n'y a pas encore vraiment de retour. Il y a quelques projets pilotes qui existent où, de notre côté, on a pu intervenir un petit peu dessus. Après, la plupart des éléments qu'on a pu lister vont quand même, s'appliquer. Après, c'est vrai que c'est toutes ces notions de fondation où là, on va avoir des différences, mais on a encore peu de retours d'expérience, en fait. C'est vrai que sur l'éolien posé, on commence à avoir pas mal de retours d'expérience. Le parc de Saint-Nazaire, qui est le premier, est déjà bien avancé. Il y a déjà des phases de pause en mer. Donc c'est vrai que c'est peu abordé parce qu'on n'a pas encore forcément toute l'expérience là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de différence non plus, sauf vraiment sur cette notion de fondation et de solidité structurelle et des éléments comme ça. CCPU et traçabilité associée sont-ils bien applicables aux catégories spéciales et primaires? Oui, tout à fait. C'est pour le DNV, du coup, la partie spéciale, du coup, c'est là où on est le plus sollicité, c'est structure la plus sollicitée. Donc, on va demander une traçabilité totale du début de l'approvisionnement du métal de base avec les certificats matières, les CPU, jusqu'à la phase finale où on va vous demander une fiche suiveuse, du coup, qui a soudé, qui a réalisé la soudure, est-ce qu'il est bien qualifié, est-ce qu'on a bien respecté le temps entre la phase finale de soudage, de visuel et les CND associés comme la magnéto ultrason ou radio qu'on devra réaliser sur les spéciales, et on le demande également sur les primaires. Sur les secondaires, on peut faire de la traçabilité groupée. Par exemple, sur une structure qu'on doit réaliser, on a plusieurs soudures qu'on peut regrouper en un seul. Là, on va être moins exigeant. On va toujours demander de la traçabilité au niveau ces certificats matières, CPU, mais au niveau soudage, on pourra regrouper ces soudures-là. Donc, mais sur les spéciales et les primaires, c'est bien exigé par le code DNV, tout à fait. Est-ce que sur les projets éoliens en mer posés ou flottants français en cours, il y aura un suivi en classe ou un suivi en certification? J'ai peut-être été trop vite à lire la question. Est-ce que sur les projets éoliens en mer posés ou flottants français en cours, il y aura un suivi en classe ou un suivi en certification? Pour les projets, comme l'a dit Navid au début, pour les projets notamment Saint-Nazaire et Saint-Nazaire, du coup, il y a bien la certification de projet qui est assurée du coup par nous, par Bureau Veritas.
ensuite, ça sera du coup la certification de projet. Par exemple, dans le cas du champ sur Saint-Nazaire, on n'a pas d'imposition de marquage CE sur l'indice 90 parce que le code qui a été reconnu, c'était le DNB par exemple. Mais on peut avoir, par exemple, pour une sous-station électrique qui a réceptionné dernièrement les chantiers pour les Allemands, par exemple, ça va être le BSH qui va s'appliquer, et là, ils imposent du coup une certification CE pour l'installation en Allemagne. Donc, on peut avoir aussi dans la région des installations qui vont être ailleurs, mais qui vont demander une certification CE, alors qu'en France, on n'a pas forcément une certification CE sur la structure métallique, mais une certification de projet peut être exigée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci Benoît. Une nouvelle question. Existe-t-il une équivalence 18150 avec une norme européenne, danoise ou autre? Alors, je suppose que c'est peut-être une faute de frappe avec la 18510 qui est au niveau des habilitations électriques par rapport à la question d'avant. Personnellement, je ne connais pas forcément tout ce qui se passe au niveau européen ou danois, mais il y a des chances qu'il y ait des sortes d'équivalents qui existent. Après, si la question est posée dans le sens où si un employeur français envoie des travailleurs français à l'étranger pour intervenir, normalement, vous suivrez de toute façon la 18510 avec un système d'habilitation classique. Après, des habilitations, enfin, de la sécurité électrique pour les travailleurs, oui, il y en a qui existent des équivalents. Enfin, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est aux États-Unis, la NFPA, c'est de là où provient l'arc flash, par exemple. Mais il y a des chances que ça existe dans d'autres pays. Également. Merci Louis. Est-ce que les exploitants de parcs ont manifesté la volonté d'avoir un suivi en classe lors de la vie de la ferme? Si oui, quels équipements feront l'objet de suivi en classe, flotteur, ancrage, câble? Non. Ouais, je ne sais pas si Benoît, c'est peut-être pour toi, parce que non, moi, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas répondre non plus, non, tout à fait. Non, c'est vraiment l'exploitant qui va définir après ce qui va suivre. Du coup, il n'y a pas d'imposition au niveau de la structure métallique, il n'y a pas d'imposition de suivi de la structure. C'est plutôt lui qui va définir un plan d'inspection et qui va donner ses propres critères. Alors, notamment au niveau de la garantie décennale, s'il y en a une, il va faire ses calculs, faire ses contrôles avant la fin de vie, avant la garantie. Et après, il va, en fonction de son Rex, et puis il va faire une étude de criticité pour définir un peu la durée de vie du parc en fonction des premiers relevés. Mais rien n'est encore vraiment défini et on n'a pas encore été sollicité là-dessus. Je pense que ça va arriver dès la mise en exploitation des premiers sites. Ouais. Bon, je pense qu'on va prendre la question dans la FAQ, Isabelle. On va avoir plus de réponses. Bon, on arrive au terme. Il reste une question. Et je pense qu'il reste une dernière question avant de clôturer le webinaire. Applicabilité de normes sur les structures, exemple mission L, pour éoliennes offshore flottantes? Flottante. Je pense qu'on y répondra. Personnellement, j'ai pas assez d'informations sur cette réponse-là, mais on se la notera et on pourra y répondre. On pourra y répondre plus tard via un retour par mail. Ouais, c'est ça, la certification. Bon. Je pense que nous avons fait le tour sur les questions. Si quelqu'un a une dernière question. De toute façon, vous avez à l'écran là tous les contacts Bureau Veritas. Alors, on a mis large. Si jamais une question plus générale, donc moi c'est Cyril Tissot, vous passez par moi, je répondrai probablement pas à votre question, mais je trouverai le bon interlocuteur pour qu'on vous réponde. Hein. Donc s'il y a un doute sur le domaine technique, passez par moi, sinon vous avez à l'écran tous les interlocuteurs directs pour échanger. Merci. Et également les coordonnées des contacts chez Solutions & Co.